Bonjour à tous, je suis Florence Porcel, Community Manager officielle de l'Univers, et je vous souhaite la bienvenue dans le premier épisode de cette saison 2 de la folle histoire de l'Univers. Je vais vous parler de toutes sortes d'infinis, de Saturne, d'astéroïdes et du moyen de transport du futur. Mais commençons par la date avec quelque chose qui me tient à cœur, puisque ça y est, depuis le 31 août dernier, l'appel à candidature du projet Mars One est clos. Et puis, depuis le 5 septembre, les candidats qui avaient payé leur droit d'entrée et qui n'avaient pas encore mis leur vidéo en ligne ne peuvent plus le faire. Donc c'est officiel, le premier tour est terminé. Je rappelle que le projet Mars One consiste à envoyer des êtres humains sur Mars pour y fonder une base scientifique sans billet retour, et que la première équipe, composée de 2 femmes et de 2 hommes de 4 nationalités différentes, est censée partir en 2022 pour une arrivée en 2023. Et comme je vous l'avais déjà annoncé, et malgré le fait que, il y a un an, je vous en parlais déjà et que j'étais ni convaincue ni emballée par le projet, je suis candidate. Vous pouvez retrouver ma candidature sur leur site de Mars One, et si vous voulez me mettre des étoiles pour m'envoyer sur cette planète, vous pouvez, ça me fera plaisir, mais ça ne fera que ça, parce que ça n'aura absolument aucune influence sur le choix des personnes qui passeront au second tour. Hi, here I am, and this is my home, and this is, well, my other home, and when my body's off, my brain is on. I will co-organize the first French Science Hack Day, and actually I interviewed its founder for a French TV show where I worked last season during the week. And during my weekends, I made a video podcast about space, which was the first of its category on the French iTunes, before the NASA. Now, I talk about astronomy and space exploration in a famous scientific radio show. What else? Well, I'm often invited by the French and European space agencies to multiple events. For instance, I was in Toulouse when Curiosity landed on Mars last year as Mars. Yeah, actually, I created the whole universe on Twitter. And of course, I already met real astronauts, I received tweets from space, and I love to behave with no gravity. I want to go to Mars, so I'm already trained for this. Botany, geology, mathematics, and flying. And I'm thinking a lot about this project, and I share these thoughts on my blog. So please, I'm fed up with dreaming on my carpet. Send me to a real red planet. Ah oui, et j'ai été interviewée par VSD à propos, là, comme 2 ou 3 autres candidats français. Alors si pareil, dans les prochaines semaines, vous tombez sur mon nom chez Mémé ou chez le dentiste, ne vous étonnez pas, c'est normal. Mais quand je ne suis pas interviewée, je suis intervieweuse. Il n'est pas candidat à Mars One, lui, mais il n'est même pas astronaute d'ailleurs, mais j'ai absolument voulu avoir l'avis de Romain Charles, parce qu'il fait partie des 6 personnes qui ont participé à Mars 500. Alors Mars 500, c'était une expérience qui a duré 520 jours et qui consistait à simuler un aller-retour sur Mars avec un mois sur place évidemment entre guillemets. Alors ça voulait dire que les 6 volontaires sont restés dans leur module pendant tout ce temps, qu'ils ne pouvaient communiquer qu'avec l'équipe au sol entre guillemets, et évidemment la simulation prenait aussi en compte l'éloignement virtuel et donc le décalage temporel quand ils devaient communiquer avec la Terre, toujours entre guillemets. C'était organisé par l'Institut des problèmes biomédicaux, l'Académie des sciences de Russie, l'Agence spatiale européenne et l'Agence spatiale fédérale russe. Et le but, c'était bien sûr de savoir si psychologiquement et physiologiquement une équipe de 6 personnes était capable de faire un tel voyage. Il n'y avait pas de femmes, hélas, dans cet équipage, mais il y avait un Français, Romain Charles donc, et j'ai fait un hangout avec lui pour savoir ce qu'il pensait de Mars One. Alors l'entretien il dure une demi-heure, je le mettrai en ligne sur mon blog évidemment, il est déjà sur mon compte YouTube, mais voici un court extrait où il nous raconte comment il a changé d'avis sur Mars One alors qu'au début il n'était pas convaincu du tout. Qu'est-ce que vous en pensez au fond? Ce que j'en pense, c'est que au tout début, lorsque j'ai vu Mars One, euh, je me disais, je pense pas que ce soit faisable. D'une part parce que de ce que j'en avais lu, le projet est quand même un petit peu suicidaire s'il n'y a pas un envoi régulier de matériel et de denrées de la Terre. Et puis, de par mon expérience Mars 500, je pensais pas qu'il soit capable psychologiquement de tenir pendant une si longue période. Et entre-temps, j'ai un petit peu mis d'eau dans mon vin. J'ai eu la chance de rencontrer Buzz Aldrin à une conférence en Italie en fin d'année dernière. Et puis, pour moi, c'était génial. Il a dit, lorsqu'on s'est présenté avec Diego, on était tous les deux là. Il a dit, je voudrais vous parler. Buzz Aldrin qui veut nous parler, on était C'est aux anges. énorme! Et en fait, il voulait parler un petit peu de Mars, justement. Et donc, je lui ai dit ce que j'en pensais, ce que je viens de dire pour Mars One, que pour moi, ça me paraissait très difficile, surtout un voyage simple. Et il m'a dit, vous savez, ce que vous avez fait,
euh, moi, j'aurais pas été capable et je pensais pas qu'on puisse le faire tenir 1 an et demi dans une simulation. Vous n'alliez même pas vraiment sur Mars. Euh, et du coup, peut-être qu'il y a d'autres personnes, il y a des gens qui sont capables de faire ça, de tenir psychologiquement, etc. Et du coup, oui, ça m'a fait réfléchir un petit peu. En effet, personnellement, je pense pas être capable. Enfin, je suis sûr d'ailleurs que je suis pas capable de faire un aller simple vers Mars. Mais peut-être que sur Terre, des gens sont tout à fait capables de faire ça. Voilà, c'est Buzz Aldrin qui l'a fait réfléchir et c'est quand même la grosse classe, hein. Et en parlant de Mars One et de réfléchir, j'ai créé une sous-URL à mon blog, mars-one.florenceporcel.com, où vous pouvez justement retrouver des billets où je réfléchis sur différents aspects de ce que propose Mars One. Du côté 2.0, c'est le site Brain Magazine qui a mis en ligne un scan de 2 documents, 2 lettres, qui expliquent que vous êtes bien gentilles et mignonnes, mesdames, mais que vous allez le rester, hein, parce que ni la NASA, ni Disney ne veut de vous. Alors évidemment, ça ne date pas d'aujourd'hui, mais c'était il y a seulement une 50aine d'années quand même, hein, c'était pas si loin. Alors sur ce courrier, la NASA écrit donc: Chère Miss Kelly, votre souhait de partir en mission dans l'espace est louable et nous vous en sommes reconnaissants. Nous vous informons que nous n'avons pas de programme concernant des femmes astronautes et qu'on n'en envisage pas. Voilà, prends ça dans ta face. Heureusement, la NASA a récemment recruté 8 nouveaux astronautes, dont 4 femmes. Alléluia. Et merci aux amis de Ciel et Espace chez qui j'ai trouvé l'info. D'ailleurs, je vous conseille vraiment le numéro de septembre, il est très bon. En parlant de lecture, je vous conseille aussi vivement Désir d'infini de Trinh Xuan Tuan que j'ai dévoré. Alors en dessous du titre sur la couverture, il y a aussi écrit des chiffres, des univers et des hommes et c'est exactement ça. Ce bouquin est génial, il est passionnant, j'ai appris des milliards de choses sur l'histoire du concept d'infini, sur l'histoire des mathématiques et des mathématiciens, dont certains sont devenus fous d'ailleurs, sur les expériences de pensée qui te retournent le cerveau, sur les théories en cosmologie. D'ailleurs c'est marrant parce que vous aviez été tout plein à retweeter cette citation que j'avais partagée cet été. À leur grande stupéfaction, Pythagore et ses disciples découvrirent que la racine carrée de 2 ne pouvait être ni un nombre entier, ni le rapport de 2 nombres entiers. Horrifiés, les pythagoriciens refusèrent même initialement d'accorder à racine carrée de 2 le statut de nombre. La légende dit qu'ils furent si abasourdis par leur découverte qu'ils firent tous le serment de la tenir secrète, de peur de semer une panique générale parmi la population. Néanmoins, l'un d'eux, du nom de Hippase, passa outre et révéla le secret, il le paya de sa vie. Lors d'un voyage en mer, il fut jeté par-dessus bord par ses camarades. Charmant. Et vous saviez, vous, que c'était Descartes qui avait inventé le système de coordonnées en XY? Mais moi, je savais pas. Mais c'est génial de savoir ça. Et le paradoxe de Zénon, vous le connaissez, une des expériences de pensée qui te retourne le cerveau, là. Alors en fait, pour faire simple, c'est l'histoire d'un coureur qui peut jamais atteindre la ligne d'arrivée, parce qu'en fait, de son point de départ A à son point d'arrivée B, il doit d'abord parcourir la moitié de la distance entre les 2 points, puis la moitié de la distance restante, puis encore la moitié de ce qui reste, et ainsi de suite. Mais du coup, il y arrivera jamais, puisqu'il y aura toujours une moitié de distance qui lui restera à parcourir. Tu m'étonnes que les mathématiciens qui ont travaillé sur l'infini sont devenus fous. Enfin bref, Désir d'infini de Trinh Xuan Tuan chez Fayard et ça coûte 21,50 €. Vous m'en direz des nouvelles. Et si c'est un peu trop cher pour votre budget et que vous voulez quand même découvrir cet astrophysicien bouddhiste qui vulgarise à merveille, alors je vous conseille Le Cosmos et le Lotus en livre de poche pour 6,60 €. Et en parlant d'infini, il y a un événement à inscrire dans votre agenda dès maintenant pour ceux qui habitent à Paris et pas loin autour, c'est justement le Festival des Deux Infinis du 28 septembre au 6 octobre avec notamment des conférences tous les soirs à 19 h à Jussieu, du lundi 30 au vendredi 4 et des randonnées astronomiques à thème avec notamment un circuit cadran de Paris ou un circuit Louvre Observatoire. Alors toutes les activités sont gratuites, il faut juste s'inscrire pour les randonnées ou les visites. Et alors ça, c'est vraiment cool, on peut quand même voir les conférences sur internet en envoyant une demande par mail pour avoir les codes d'accès au live. Donc merci à eux d'y avoir pensé pour ceux qui ne sont pas à Paris ou pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer. Et toujours dans l'agenda, le Collège de la Cité des Sciences fait sa rentrée le 1er octobre avec un premier intervenant de poids, puisqu'il s'agit de notre prix Nobel de physique, Serge Haroche, qui tiendra une conférence sur la physique quantique 100 ans après l'atome de Bohr. Alors j'avais dit que j'irais, mais ce jour-là, je ferais un truc incroyable le matin à Bordeaux. Oui, je vais faire un vol parabolique. Je suis totalement surexcitée. Donc je sais pas si je serai rentrée à temps pour aller voir cette conférence et surtout si je serai assez fraîche, hein. On verra bien.
Je vais donc faire un vol parabolique et je vais découvrir les joies de la pesanteur dans un vol où il y aura plein d'expériences scientifiques qui se tiendront. Et ça se passe dans un avion spécialement équipé pour, mais il y en a justement un que j'admire, dont je vous parle souvent, et qui trouve que l'avion, c'est quand même un peu surfait. D'ailleurs, il construit des fusées, c'est dire, et qui travaille donc sur le 5e moyen de transport, l'Hyperloop. Il l'a annoncé sur son compte Twitter pendant l'été. Je cite, « Une nuit blanche à travailler sur l'Hyperloop, comme d'autres. J'espère qu'il n'y a pas trop d'erreurs, je publierai un lien à 1h30. » Et ce lien est effectivement arrivé juste après. Voici une vidéo avec sous-titres qui explique très bien ce que c'est plein d'explications, et il y a aussi un témoignage de sceptiques. What is the theoretically fastest way that you could get from LA to San Francisco? It can never crash. It is immune to weather. The Hyperloop, is something that would go effectively faster than the speed of sound. Elon Musk has been talking about Hyperloop for a while, in the vaguest possible terms, until now because he's released a 57-page document outlining his plans. If you're not familiar with Musk, he's been involved or come up with PayPal, Tesla electronic cars, the SpaceX program, which came up with the world's first reusable rockets, and designed the Falcon rocket system for NASA. He's invested heavily in solar energy. Basically, he's had more good ideas than I've had hot dinners. And his plans for Hyperloop would involve linking two urban areas, probably no more than 1,500 kilometers apart, with a low-pressure pneumatic tube-type system, sending pods carrying people from town to town at close to sonic velocity. Now, his proposals are to build a tube network from Los Angeles to San Francisco, because going much further than that, he says, would become economically unviable, and it would be cheaper to go by a supersonic plane. Now, if you just had a tube full of air with pods travelling through it, that wouldn't be quick. The friction would make the sorts of speeds that he's talking about impossible. And there have been similar plans released previously by Rand Corporation and ET3 that would be even quicker than these ones, using electromagnetic suspension in a total vacuum. But the problem there is leaks. One seal or small crack on a huge tube network would stop it working. But Musk reckons he has a solution to that, which is a low-pressure system instead of a total vacuum. That could cope with small leaks, but it would introduce another problem, the Kantrovitz limit. In basic terms, if the walls of the tube and the capsule are too close together, the capsule begins pushing the air in the system instead of letting it flow past, a bit like a pressure build-up in a syringe. So the Kantrovitz limit means that you have to either travel very, very slowly or build a tube with a huge diameter, in which case you can travel quicker, but you subject yourself to crushing G-force as soon as you go around the slightest bend. But again, Musk has a solution, which is to put a battery-powered electric compressor fan at the front of the pod, pumping air to the back and relieving pressure. He reckons that would work when combined with an external linear electric motor. Now, that's the same sort of one that you'd get in an electric car, but flattened. And that would accelerate the pods up to full speed and give them a power boost every now and then. So all of this has got to be ridiculously expensive, right? Well, Elon Musk reckons that he can build this for several $1 billion, which sounds like a lot, but he says it's still cheaper than the proposed high-speed rail network in California. So his proposal would be to build an elevated tube network on pylons alongside an existing highway, and that would provide a straight line, relatively few land disputes, and be able to be built in prefabricated sections. And on top of all of that, he says his plans would be more resistant to earthquakes and thermal expansion and contraction than a traditional railway. So it sounds perfect, but obviously there are skeptics. The estimates I've seen for this seem really low to me for a system that requires rights-of-way through major metropolitan regions, which this one does. Even when you build an elevated, say an elevated train, which we do all the time in transportation, there are substantial costs to that in terms of right-of-way acquisition, and there are always environmental lawsuits challenging your ability to try to construct such rights-of-way, because people don't necessarily want new elevated things whizzing by their houses. So there are doubts as to whether or not this can actually happen.
But if Elon Musk's plans can become a reality, they would be faster, cheaper, more environmentally friendly, more earthquake resistant, more weatherproof, and less disruptive than current modes of transport. So I, for one, hope that I can travel on this within the next few years. I'd also like to see him build me a hoverboard. Voilà, donc l'Hyperloop peut-être bientôt pour l'hoverboard. Elon Musk ne s'est pas exprimé sur la question. Et si on faisait un petit tour du côté de l'espace maintenant? Regardez cette image. Elle est belle, hein? Et ce petit point-là, non, c'est pas Titan ou une autre lune de Saturne, non, 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 c'est nous. Cette photo a une jolie histoire puisqu'elle a été prise le 19 juillet dernier et c'était la première fois dans l'histoire de l'humanité que les terriens savaient exactement à quel moment ils allaient se faire tirer le portrait depuis le système solaire extérieur. Et comme la NASA trouvait super dommage qu'on sache ça mais qu'on ne voit pas vraiment sur la photo, hein, parce que comme vous pouvez le constater, elle est toute petite, et comme elle savait sous quel profil se présenterait la Terre au moment de la prise de vue, celui-ci précisément, voilà, mais c'est une image de simulation, et ben la NASA a organisé une campagne qui s'est appelée Wave at Saturn, et le but du jeu c'était de sortir lui faire coucou à Saturne au moment de la photo, et de se faire prendre en photo à ce moment-là, et de la renvoyer à la NASA. Alors ensuite, ils ont reconstruit une image de la Terre avec toutes les photos qu'ils ont reçues. Et la voilà. Et quand on zoome sur l'image, ben ça donne ça ou ça. Donc la mosaïque est vraiment super bien faite, et j'ai trouvé l'idée géniale. Il faisait nuit en France, donc j'ai pas envoyé de photos, mais je suis bien sortie faire coucou à Saturne. Et j'ai même mon certificat. Ouais. Et quelques chiffres quand même. Alors c'est la première fois que Cassini voit la Terre et la Lune comme deux objets distincts. Voilà un zoom. Elle se trouvait à 1,44 milliard de kilomètres au moment de la prise de vue, donc à 80 minutes lumière, ce qui a été compté dans l'horaire donné par la NASA pour sortir faire coucou. Et le lendemain, la sonde Messenger nous a également pris en photo, mais sous un autre angle, depuis Mercure. Et ça me fascine toujours autant. Mais si les planètes nous observent, nous, on continue à observer le ciel aussi, il n'y a pas de raison. Et un astronome français, Jean-Claude Merlin, a découvert un astéroïde il y a quelques mois à l'aide d'un télescope de 80 cm basé en Arizona qui contrôlait directement depuis sa maison via Internet. Et il a demandé à l'appeler Jodorowsky, en hommage au scénariste de BD de science-fiction du même nom, qui est toujours vivant d'ailleurs, qui a 84 ans. Et le Centre des planètes mineures, qui est une branche de l'Union astronomique internationale, a accepté. Donc depuis le 24 juillet dernier, il y a donc un astéroïde qui s'appelle officiellement 261 690 Jodorowsky. Il rejoint 2675 Tolkien et 13 070 Sean Connery, entre autres. Ça doit être des barres de rire entre Mars et Jupiter. Voilà, je suis absolument ravie de vous retrouver, même si là tout de suite je vous vois pas et je vous entends pas. Par contre, je ne pourrais pas faire comme l'année dernière, ce n'est pas possible. Je ne peux plus sacrifier mes week-ends et ma vie privée pour faire ce podcast. Je n'en aurai ni le temps, ni l'énergie, voilà. J'ai essayé de le faire financer, pour tout vous dire, pour pouvoir un minimum gagner ma vie quand même, mais plus personne n'a de budget, donc voilà. Et j'ai ensuite pensé à le crowdfunder, comme beaucoup d'entre vous me l'avaient suggéré, mais après réflexion, c'était pas une bonne solution non plus. Enfin, c'est pas à vous de me faire vivre et de remplir mon frigo, donc voilà. Et je veux pas gagner d'argent avec, c'est juste que je peux plus sacrifier mes week-ends, quoi. Donc si j'avais pu le faire financer, tant mieux, mais c'est pas à vous de le faire. Alors les épisodes arriveront quand ils arriveront, et comme ils arriveront, quand j'aurai le temps, et j'en suis absolument désolée par avance, mais c'est la seule solution que j'ai trouvée. De compromis. Voilà. Dans tous les cas, vous pouvez quand même m'entendre parler de toutes ces choses de l'espace et de l'univers les lundis et les jeudis à 14h45 sur France Inter, dans la tête au carré, et ça, c'est carrément trop génial. Voilà, et ben écoutez, je vous souhaite une excellente rentrée à tous, et à très vite.